Le titre de la présentation que je vais faire s'appelle le MBTI, l'expérience, histoire et regard critique. Fait que là, dans le fond, qui suis-je? Dans le fond, moi, je suis Julie Dubé, je suis conseillère d'orientation. J'ai obtenu mon baccalauréat en information et en orientation professionnelle de l'Université de Sherbrooke. Euh, et aussi, j'exerce en tant que conseillère d'orientation depuis 1994. Quand j'y pense, je me rends compte que le temps passe très vite. Vous allez vous rendre compte d'ailleurs, vous aussi, que le temps passe très vite. Ça fait déjà donc 32 ans que j'exerce comme conseillère d'orientation. Ma carrière, je l'ai commencée dans les organismes d'aide à l'emploi. Entre 1994 et 2000, j'étais à un endroit qu'on appelait le Centre de concertation sur les ressources humaines et la technologie. Très long à dire, ça a pris un bout avant d'être capable de le dire. Puis, c'était vraiment pour aider les gens à mieux se connaître, à se préparer pour la connaissance de soi et intégrer le marché du travail. Ensuite, je suis rentrée en éducation à partir de 2000. Donc, de 2000 à 2006, j'étais dans les écoles secondaires, que ce soit du secondaire 1 au secondaire 3, secondaire 4 et 5. Et de 2006 à 2021, j'ai travaillé auprès des clientèles d'éducation des adultes, puis notamment dans les dernières années avec les étudiants des Premières Nations pour les aider au niveau de la persévérance puis de la motivation scolaire. Et maintenant, ben, je suis conseillère d'orientation à l'UQAC au campus de Sept-Îles. Fait que oui, UQAC, mais à Sept-Îles depuis 2021. Donc, ça fait ma 5e année que je suis sur le campus. Les liens que je vais faire, parce que là, aujourd'hui, je vais vous présenter le MBTI, puis je vais vous dire qu'est-ce que c'est exactement. Le lien entre ma mission professionnelle puis l'usage du MBTI. Pourquoi que je vous parle du MBTI? Ben, en fait, moi, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser dans ma pratique parce que j'ai à mieux connaître, comprendre le fonctionnement humain et ça me donne des balises pour voir les personnes qui sont en avant de moi et les aider à mieux se connaître eux autres aussi. Donc, le rôle d'un conseiller d'orientation, c'est soutenir le mieux-être personnel puis professionnel, c'est aider les personnes à mobiliser leurs ressources, les accompagner aussi dans la construction de leur identité. Puis, construction de l'identité, on peut penser que c'est juste pour les jeunes. Non, on peut avoir à construire sa propre identité, même rendu au passage vers la retraite. Donc, l'identité, ça se construit et parfois on la connaît pas ou on s'arrête pas sur qui on est vraiment et à tout âge de la vie. Puis, c'est aussi aider les gens à prendre leur place dans la société. Donc, de l'élève, l'étudiant qui va prendre sa place dans le milieu éducatif, de la personne qui intègre le marché du travail, la personne aussi qui est en réorientation ou qui est au mi-temps de sa vie, qui a besoin de voir vers où que je me dirige, qu'est-ce qui fait du sens dans ma vie, ou même je prends ma retraite et je ne sais plus ce que je vais faire de tout ce temps qui va être disponible devant moi, qu'est-ce que j'ai envie d'investir comme temps, énergie, est-ce que je veux utiliser mes compétences. Donc, vous voyez que tout le volet connaissance de soi, le côté de la dimension psychologique est très importante dans notre profession. Et c'est pour ça que le MBTI, c'est un outil que j'aimais, que j'affectionne particulièrement. Donc, mon intention en vous présentant le MBTI, c'est de vous faire vivre une petite expérience, un mini-test, de situer le MBTI dans son contexte historique et intellectuel. Vous êtes dans un cours d'histoire de la psychologie, donc je trouvais que c'était une dimension intéressante et importante d'amener ça dans un contexte aussi historique. De comprendre aussi, mais pourquoi c'est si utilisé? On entend parler, mais est-ce que c'est toujours valide? Bon, qu'est-ce que la science en dit? Donc, reconnaître un peu les limites, ce que la science dit, puis développer aussi un regard critique et nuancé. Surtout à l'université, on a à se servir de nos connaissances, nos compétences, mais aussi notre réflexion, dire est-ce que c'est absolument bon? Comme moi, quand j'ai commencé ma formation à l'université, les conseillers d'orientation qu'on allait voir, c'était, oh, il fallait faire un test pour savoir dans quoi que j'allais aller. Là, que finalement, moi, j'ai arrêté probablement une fermière, quelque chose comme ça. C'était particulier. Donc, c'était dans ce domaine-là et c'est ainsi, mais ça l'a évolué énormément au cours des années suivantes où les tests, ça peut servir, oui, mais quand même avec parcimonie. Donc, je vous ai dit que j'allais vous faire vivre une petite expérience. Donc,
Avant, c'est vrai, je vais vous présenter c'est quoi le MBTI. Donc, le MBTI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Myers-Briggs Type Indicateur. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle MBTI. C'est l'acronyme pour les noms des personnes qui ont créé les indicateurs. C'est un outil d'évaluation psychologique qui permet de se situer parmi 16 types de personnalités à travers l'exploration de 4 dimensions. Donc, c'est quoi ces 4 dimensions-là? Je vous les présente. Donc, les 4 dimensions, on parle de l'orientation de l'énergie. Exemple, est-ce que je suis dans l'extraversion, l'introversion? Après ça, comment je recueille mon information? Donc, est-ce que je le recueille plus par les sens ou je le recueille plus par le côté intuitif? Ma prise de décision, comment je prends des décisions? Donc, est-ce que je le prends en tenant compte plus de mon aspect pensée, thinking, ou j'y vais plus du côté sentiment? Et mon mode d'action, est-ce que je suis une personne qui est plus dans le judgment qu'on appelle ou le côté perception? Et en passant, désolé pour mon anglais qui n'est pas super bon, il y a plus de chances que j'apprenne à parler l'inou à cette île que j'apprenne à parler l'anglais. Fait que ça vous donne un petit peu une idée. Donc, excusez mon anglais quand il ne sera pas super bon. Je vous invite à prendre une feuille de papier, vous devez avoir ça à côté de vous. Puis aussi, je vais vous poser 4 questions différentes, puis je vais vous demander, dans le fond, d'être le plus spontané possible. OK? Donc, vous prenez un crayon, une feuille, vous allez inscrire vos réponses spontanées. Puis généralement, qu'est-ce qui nous attire le plus en premier va être la bonne réponse. C'est une petite expérience que je vous fais vivre. Vous avez tous votre crayon et votre papier prêt à inscrire votre réponse. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Vous y allez spontanément. Ça vous va? OK, on y va. Je vais supposer que oui. Je vous pose une première question. C'est où est-ce qu'en général, vous avez tendance à puiser votre énergie? Est-ce que c'est dans votre univers intérieur? Donc, on appelle ça plus le côté introversion. Vous allez inscrire le I si c'est celui-là. Ou c'est à partir de l'environnement extérieur. Je vous donne un exemple. Vous avez fini votre journée et là, vous avez besoin de récupérer votre énergie. Est-ce que vous allez avoir tendance à vous dire, oh, je vais aller chez moi, je vais prendre un bon bain, je vais relaxer, je veux plus de son, plus d'images, on me laisse me détendre tranquillement, j'ai besoin de faire le vide et réfléchir. Ou, mon dos, la journée a été rough aujourd'hui, ça va me faire du bien de, je vais dire, prendre un petit verre avec des amis, un petit repas au restaurant, aller jaser, un petit 5 à 7, ça va me donner de l'énergie. Donc, lequel, naturellement, que vous avez tendance à faire en général? Lequel qui va vous énergiser? Ça, c'est ma première question. Donc, vous choisissez entre le I ou le E. Juste pour vous donner un petit peu l'idée, pour vous expliquer le côté introversion, extraversion, en général, la personne qui est plus en mode introversion, et là, on parle de préférence. OK? Elle va apprécier plus la solitude, le calme. Elle va puiser son énergie aussi dans son monde intérieur. Quand on dit son monde intérieur, ses réflexions, ses pensées, ses idées, elle va aimer prendre un recul. OK? Pas parce qu'elle est gênée ou quoi que ce soit, c'est vraiment elle est comme ça. Elle va aimer beaucoup réfléchir, observer aussi avant d'agir. Elle va préférer souvent peu de relations sociales. Et quand je dis peu de relations sociales, les grandes foules, tout ça, c'est pas ce qui va l'animer. Elle va préférer des relations plus individuelles, quelques personnes, tout ça, elle va se sentir mieux là-dedans. Et souvent, on va dire qu'elle pense, elle agit, puis elle repense après. Tandis que la personne qui est plus dans l'extraversion, c'est pour ça que je l'ai mis dans le rouge, un petit peu plus, ça bouge, il y a de l'action, c'est les personnes qui ont besoin justement de s'expliquer, s'exprimer, communiquer. Ils vont puiser leur énergie dans de l'action, dans des relations. Souvent, les interactions avec les autres, ça les énergise, ça leur permet d'échanger, de se faire une meilleure idée. Puis ils vont tirer leur motivation généralement des interactions. Il y a un travail d'équipe, oh yes, on a un travail d'équipe, on va avoir du fun. Là, il me semble que ça va bien avancer. Tandis que l'introverti va faire, oh mon Dieu, on aurait-tu pu faire ça chacun dans notre coin, je suis bien là-dedans, à réfléchir par moi-même. Et souvent, l'extraverti, il va agir, il va penser, puis après ça, il va agir. Donc, c'est des personnes souvent plus spontanées. Ça fait qu'il n'y a pas juste les TDAH, c'est aussi les extravertis. Vous avez choisi votre lettre, première lettre. Deuxième, comment recueilles-tu de l'information? Est-ce que tu as tendance à recueillir de l'information
par tes cinq sens. Donc, j'observe, j'écoute, je regarde, je touche, je manipule. Est-ce que c'est plus là-dedans que je suis plus à l'aise ou c'est plus par mon sixième sens, par plein de liens, tout ça? Je vous donne un exemple. Vous allez faire un beau voyage en France. Vous êtes dans la ville. Bon, ben, vous remarquez, admettons, comme les paysages, tout ça. Bon, ben, la personne qui va être plus par les cinq sens, elle va regarder le décor, elle va observer les buildings, elle va observer les odeurs, elle va regarder comment que le chemin pour se rendre aux différents endroits. Elle va être vraiment plus comme dans l'observation. Puis souvent, elle va aimer savoir, je m'en vais où là-dedans, là? Tu sais, c'est quoi les rues, puis comment que le plan de Paris est fait. La personne qui est sixième sens va regarder la tour Eiffel, ça va y inspirer des histoires, comment ça a été construit, oh wow, ça me donne telle idée, je ferais telle chose. La personne intuition, elle est beaucoup plus dans l'exploration des possibilités. Donc, est-ce que je suis plus un type sensation ou un type intuition? Donc, si je suis sensation, c'est un S. Si je suis intuition, c'est un N. Des exemples justement du type sensation. Le type sensation, lui, il va être orienté plus vers le moment présent. Donc, il observe. Donc, s'il est à quelque part, il va remarquer les moindres détails. Je pense à, mettons, un de mes garçons qui va observer qu'il y a des lumières qui sont pas de la même couleur, qui va observer que, ah, tiens donc, la maison a changé de couleur. Ça, c'est le type sensation. Souvent, il va être vraiment dans le présent en train d'observer. Il est très attentif aux détails. En général, il va remarquer facilement les détails. Il aime beaucoup plus faire étape par étape les différents processus, les choses qu'il a à faire. C'est aidant pour lui, les étapes. Il est pratique, se fie aux faits. Il aime aussi utiliser des connaissances techniques éprouvées, donc des données probantes. Il veut savoir exactement à quoi s'attendre, tout ça. Donc, cette personne-là préfère vraiment du connu vers l'inconnu. Elle a une préférence, c'est ça, comme je vous dis aussi, pour le connu. Tandis que la personne intuitive, je choisis le mauve pas pour rien, le mauve, souvent, ça suscite comme le côté conscience, aller plus loin dans les possibilités. C'est l'orientation vers le futur, les possibilités, les potentialités. Donc, c'est des personnes qui ont toujours des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Prenons, mettons, comme Steve Jobs. Steve Jobs, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans l'intuition, mais ça y prenait des gens qui étaient dans le type sensation pour réaliser les projets. Pourquoi? Ils imaginaient les potentialités. Moi, je me rappelle une chose qui m'avait impressionné. Il avait dit, un jour, le téléphone va être, comment je pourrais dire, le prolongement de la personne. Ben ça, si tu voyais ça dans les films de Star Trek, là, tu sais, c'était vraiment le même, en tout cas dans mon temps. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Mais parce qu'il y a eu le côté intuitif à dire qu'on serait capable dans une petite machine de tout mettre ce qui est important, puis être le prolongement de la personne. On est rendu là aujourd'hui avec même l'intelligence artificielle. Donc, la personne, elle est souvent aussi une personne intuitive, elle est inspirée, elle aime prendre différentes inspirations, penser à des possibilités, analyser les possibles, elle aime la nouveauté souvent aussi. Elle va beaucoup valoriser l'initiative. On va de l'avant, on expérimente des nouvelles choses. C'est des gens qui ont souvent aussi l'esprit d'entreprise. Ils apprennent souvent en réfléchissant aux problèmes. C'est des gens qui aiment beaucoup aussi tout ce qui est nature abstraite en général, puis leurs idées sont orientées vers le futur. Donc, est-ce que je suis plus un S ou je suis plus un M? On continue. La troisième question. Qu'est-ce qui entraîne ta décision? Naturellement, OK? Est-ce que je suis plus du genre à prendre des décisions basées sur des raisonnements logiques ou sur mes valeurs? J'ai un travail d'équipe à faire. Est-ce que je vais y aller avec, ah, travailler avec cette personne-là va me permettre d'aller plus loin, d'avancer le projet, on sait qu'on va être efficace? Ou, ah, je pense que je vais travailler avec elle, je l'aime bien, on travaille bien ensemble, on a des belles relations, puis on va aimer ça travailler ensemble. Donc, est-ce que je suis plus du genre à utiliser plus le côté thinking, donc le côté T, ou je suis plus à prendre des décisions en me basant sur mon feeling, le F. Donc, ça, c'est le côté sentiment. Je donne encore quelques exemples. La personne qui est plus
pensée thinking, donc un petit côté, le côté bleu qui est beaucoup plus réfléchi, analytique, va avoir tendance à prendre des décisions qui vont être basées sur des faits, des données, des normes, des critères objectifs, des règles. Prenons un juge. Il est mieux de baser ses décisions sur le thinking que sur le feeling, OK? Parce que sinon, on va y faire remarquer à un moment donné. Donc, il y a des professions qu'on est mieux d'être dans le thinking, puis d'autres professions, on est mieux d'être dans le feeling. C'est des gens aussi qui vont être souvent motivés par la réussite, l'accomplissement, la logique aussi. Donc, ils sont vraiment peu dans les sentiments, ces personnes-là. Ils sont vraiment sur la logique. Ils analysent les pour, ils analysent les contre. Ils actent souvent sur la tâche. Donc, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait de l'efficacité. Tandis que la personne qui est plus sentiment-feeling, j'imagine qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui sont sentiment-feeling, mais pas nécessairement tout le monde vont souvent prendre des décisions qui vont être basées sur des valeurs personnelles, interpersonnelles ou universelles. Donc, c'est vraiment le cœur souvent. C'est pour ça ici que j'ai mis un petit cœur, le rose, le côté sentiment. Euh, c'est pour eux l'importance des relations harmonieuses. Ils ont besoin d'être dans des environnements où il n'y a pas trop de conflits, où on s'entend, on fait attention aux relations avec les autres, que la civilité, c'est important, tout ça pour être bien. Donc, c'est des gens qui ont besoin aussi de se sentir appréciés, faire plaisir aux autres, un désir aussi de comprendre les autres et de les aider. Ça, c'est le côté F. Donc, est-ce que je suis plus un T ou je suis plus un F? Et maintenant, la dernière question. Comment je me lance dans l'action en général? J'ai un travail d'équipe, pas un travail d'équipe, j'ai un travail personnel tout seul à faire, tout ça, ou même en équipe. Est-ce que je vais être plus du genre à être du genre à élaborer des plans? Ça, c'est le type qu'on appelle jugement ou judgment, ou je vais avoir plus tendance à m'adapter aux circonstances perception. Donc, la personne qui va être genre jugement, elle a un travail à faire. OK, je sors mon calendrier, mon agenda, on vérifie tout ce qu'il y a à faire, on met les étapes comme il faut, on planifie, il faut que ce soit assez rigoureux, il aime savoir ce qui s'en va. Ou la personne qui va être genre perception, ça va être la personne qui va faire comme moi, on va faire ça un petit peu plus tard, les travaux, on va remettre ça un petit peu. Puis à la dernière minute, yé, pression, go, on y va, j'aime ça, c'est le fun, l'inspiration du moment, on se met dedans, je m'adapte aux petites difficultés, aux petits imprévus, c'est pas grave. Donc, est-ce que j'ai plus tendance à être jugement ou perception? Jugement, c'est la personne, comme je vous disais, qui aime planifier, organiser, structurer. Elle aime atteindre des objectifs. Les objectifs SMART, elle adore. Les échéanciers aussi, elle aime respecter les échéanciers. Elle gère bien son temps. Pour elle, ça dit, je vais être là à 8 heures, je vais être là à 8 heures moins 10, 8 heures moins quart. Contrairement aux perceptions qui va dire, je vais être là à 8 heures, mais il part à 8 heures puis il arrive à 8 heures et quart. Fait que vous voyez un petit peu, puis le jugement, lui, il va aimer aussi passer le travail en premier. J'ai des responsabilités, on passe les obligations avant le plaisir. Souvent, le type de jugement va être plus comme ça. Il n'aime pas être à la dernière minute. Donc, s'il travaille avec un type perception, et que ça ne sera pas facile parce que justement, le type perception va faire, c'est pas grave, tu vas voir, on va remettre le travail à minuit moins deux, puis on va être correct encore. Là. Ça, c'est le type perception. Le type perception, lui, va être plus dans la souplesse, la flexibilité, la spontanéité. Il est dans le moment présent, il va s'adapter aux situations. Lui, c'est comme il arrive quelque chose de dernière minute, il est bien là-dedans, il s'en vire de bord, ça va bien. Il aime souvent même les situations critiques, imprévues, il aime ça. Puis le temps, c'est souvent pas une préoccupation. Donc, le temps, ça s'étire souvent pour une personne de type perception et sont souvent aussi motivés par la pression de dernière minute. Donc, normalement, c'est censé vous donner un code à 4 lettres. Si vous voulez, je ne sais pas, ils peuvent l'écrire dans le chat peut-être, oui. Si vous voulez. Vous pouvez écrire qu'est-ce que ça a donné, votre code, si vous avez le désir de le faire. Donc, je vois des INFJ, il y en a d'autres qui osent écrire? C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, si je vois un autre INFP, ISFJ, ISTJ, beaucoup de I quand même. Oui, est-ce qu'il y en a qui ont des E? J'ai pas vu beaucoup de A, ENFP, OK, ISTJ. Donc, on a quand même beaucoup de I, quelques E.
OK. Plusieurs P aussi au travers de ça. Des F, on en voit. Oui, beaucoup de F. OK. Donc, c'est le fun de voir la variété. On voit quand même dans votre groupe que vous avez beaucoup de personnalités qui sont plus dans l'introversion. Maintenant, je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça donne. Oh. Vous voyez les 16 types de personnalités qui sont présentés par Myers-Briggs, que je vais vous exposer tantôt, donnent 16 types de personnalités. Par exemple, on va avoir le ISTJ, on va dire c'est l'administrateur, le logisticien. J'ai vu aussi des INFJ, on va dire souvent c'est des conseillers, l'avocat. Puis là, vous voyez des petits chiffres en dessous. Par exemple, si je prends le INFJ, ça va donner le conseiller, l'avocat, 1,5, ça représente à peu près 1,5 de la population en général mondiale. Ça va varier, ça va des fois toucher le 2 mais c'est en général. Fait que comme vous pouvez voir, la personnalité qu'on retrouve le plus dans la population mondiale, on pourrait dire, c'est le ISTJ. Puis on a aussi le ESFJ qu'on retrouve quand même beaucoup. Puis ceux qui sont un petit peu plus rares, c'est le INFJ. Donc, on a des INFJ, ils sont assez rares quand même. Puis vous voyez, je les ai placés vraiment comme exemple. Vous avez le ISTJ, ISFJ, INFJ. C'est vraiment les différents regroupements de personnalités. Qu'est-ce qui est le fun avec ces types de personnalités-là? Ça donne quand même un profil intéressant de comment la personne peut être. Je vais vous donner un bel exemple ici. Je me suis aidée d'ailleurs de ChatGPT pour mes images, fait que ces images, gracieuseté de ChatGPT. Je mets deux personnalités qui vont être différentes ici. J'ai pris la ENFP et j'ai pris le ISTG. Qu'est-ce qui est le fun? Parce que les auteurs ont travaillé énormément là-dessus, c'est de définir un peu les modes de préférence de fonctionnement des individus, comment ils vont être. Mais là, on peut imaginer que le ENFP et le ISTJ sont assez opposés en type de personnalité. Donc, si je regarde ici, mon ENFP, ses principales forces. Puis là, j'aurais pu en mettre une quantité des pages et des pages, mais pour les besoins de la cause, je me suis limitée. OK? Je prends, mettons, la personne qui est ENFP. Vous pouvez voir dans l'image, c'est assez représentatif. Elle est entourée de personnes, il y a de la couleur joviale, elle a l'air bien, il y a du monde autour d'elle, petit cœur ici, petit cœur là. C'est coloré. Donc, c'est une personne souvent qui va être créative, visionnaire. On va la reconnaître comme une personne qui est empathique et relationnelle aussi avec les autres. On va dire que c'est une personne qui est assez flexible en général, adaptable. C'est une personnalité on va dire, hey, c'est le fun dans un groupe, elle dynamise une équipe. Elle va être aussi assez énergique et communicative. Mais elle a aussi des limites et des difficultés. Tout n'est pas parfait. Donc, elle peut avoir de la difficulté avec des tâches routinières. Elle peut avoir aussi tendance à s'éparpiller. Donc, je commence une affaire, puis je m'en vais sur une autre affaire, puis tout mon bureau est en désordre et tout, et tout, et tout. Ça, on voit ça chez les ENFP. Sa prise de décision est souvent influencée par le désir de plaire. Donc, elle va parfois s'oublier pour ne pas déplaire aux autres non plus. Puis, elle peut manquer de structure. Imaginez qu'elle est en train de faire un travail d'équipe avec notre personne ISTJ. Elle, la ISTJ, elle, là, oups, attendez. La ISTJ, elle, sa force, elle, va être qu'elle est fiable, elle est organisée, il est organisé, il a le sens du devoir, la rigueur, il est pratique, très terre à terre, il est méthodique, hein, on peut le voir, il est dans ses livres, il a l'heure, tout est organisé, sa bibliothèque est en ordre, il sait où ce qui s'en va. Tu sais, puis pas compliqué, il s'habille de façon à ce que je ne suis pas trop différent des autres non plus. Il est très pratique, terre à terre, méthodique, il est calme, il est stable. Il n'y a pas des humeurs trop changeantes en général. Par contre, lui aussi, il y a des limites, puis il peut avoir des difficultés. Par contre, comme par exemple, il peut avoir une rigidité face au changement, il peut avoir de la difficulté à exprimer ses émotions, il peut manquer de spontanéité, manquer de structure. Non, excusez-moi, il ne manque pas de structure. Erreur de ma part. Au contraire, il est très structuré. Donc, la dernière, on l'oublie, je viens de voir mon erreur. OK? Donc, imaginez ces deux personnes-là dans un couple, ou bien
dans un travail d'équipe à l'université. Bon, est-ce que ces personnes-là vont bien s'entendre ou ça risque d'être la catastrophe? J'aimerais savoir peut-être votre opinion. Il y en a-tu qui osent le dire? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils diraient. Vous pouvez ouvrir vos micros? Ah, je vous entends. D'après vous autres, ces deux personnalités-là, extrêmement opposées, est-ce qu'ils vont bien s'entendre ou ça va être la catastrophe? Ben, moi, je dirais que ça peut être les deux. Ah, pourquoi? Ben, catastrophe parce qu'ils peuvent se taper ses nerfs, mais en même Hein? temps, ils peuvent se compléter. En même temps, ils peuvent se compléter. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres perceptions? Ben, je pense que chacun peut combler les limites de l'autre. OK. Donc, chacun peut combler les limites de l'autre. Mhm. Est-ce que ça va être dur de se comprendre? Sûrement qu'ils peuvent avoir un petit peu de mal à communiquer dans leur façon de penser. Ah oui, ils peuvent avoir de difficultés à communiquer dans leur façon de penser. Effectivement, parce que si je prends, mettons, comme mon type ISTJ, qui va être genre à réfléchir avant de parler, analyser comme il faut, tout ça, quand que la personne qui est un NFP va parler, il va dire, mais mon Dieu, elle dit n'importe quoi, on dirait que ça n'a pas été réfléchi. Puis le NFP, elle pourrait dire quoi? Elle pourrait dire, oh mon dos, c'est donc dur de le faire parler ou de la faire parler. Penses-tu, cette personne-là, es-tu intéressée à ce que je dis? Vous voyez, ça peut être très difficile quand on est diamétralement opposés. Donc, oui, effectivement, vous avez raison. Toutes ces réponses sont bonnes. Vous êtes bon. Donc, le NFP et l'ISTJ peuvent effectivement être complémentaires parce qu'ils se compensent. Ils peuvent compenser. Exemple, je suis dans un travail d'équipe, ben la personne qui va être ENFP, elle va apporter plein d'idées, de la spontanéité. Elle va dire, faites-toi-en pas si on n'est pas tout à fait d'un ton, on va s'arranger à la dernière minute, on va se revirer de bord, on va amener des façons de pouvoir différentes. Mais notre ISTJ va ramener à la tâche, va ramener au délai, va ramener au respect des consignes. Il y a moyen, quand on a des personnalités très différentes, d'en faire des complémentarités. Où ça va devenir difficile, c'est quand je ne m'arrête pas à accepter que l'autre personne est complètement différente de moi. Moi, c'est pour ça que j'aime ce côté-là du MBTI, c'est que des fois, ça permet de voir, ah, sont où les difficultés communicationnelles, sont où les difficultés à travailler ensemble, et est-ce qu'on peut en arriver à se compléter au lieu de voir ça comme que l'autre allait limiter. Parce que c'est toujours plus facile de dire c'est l'autre qui est limité, c'est pas moi. Donc, c'est une façon en même temps de s'ouvrir à la différence envers les autres. Je vous fais un petit peu d'histoire. Je vais revenir un peu parce que là, on est dans un cours d'histoire de la psychologie. D'où c'est venu ça, le fameux MBTI? Donc, on va revenir un peu après ça avec le MBTI, ses utilités, tout ça, mais d'où ça vient? Ça a commencé, et en passant, je parlais avec Sandy, qui me disait souvent, surtout en psychologie, en philosophie, tout ça, c'est souvent que c'est les hommes. On parle des hommes qui ont inventé finalement quasiment la sociologie, la psychologie, tout ça. Les femmes n'ont rien à voir là-dedans, eux autres, là. Mais c'est pas vrai. Souvent, il y a une femme en arrière de ça. Et dans ce cas-ci, ben, on a deux madames. Ça a été mis au point, dans le fond, c'est le MBTI par Catherine Cook Briggs. J'ai de la misère à le dire comme il faut, puis sa fille Isabelle Briggs-Meyer. En 1962, ils ont conçu vraiment les 16 types de personnalités à partir des travaux du célèbre psychiatre Carl Gustav Jung. Donc, ces femmes-là ont été inspirées des travaux de Carl Gustav Jung. Le MBTI, comment qui a vraiment commencé, ça peut être surprenant, mais pas en même temps. Ça a été, bon, parce que, alors, on va le voir avec Mme Catherine qui a commencé bien avant, là. Ça a été utilisé dans le temps de la guerre. Dans le temps de la guerre, il fallait qu'on fasse l'effort de guerre, que les femmes puissent contribuer, il y avait des postes à occuper, il y avait les hommes au front, mais les femmes aussi avaient comme une place à occuper. Mais il y avait différents types de métiers, il n'y en avait pas qu'un. Donc, Madame Catherine et sa fille, et puis surtout Catherine, s'est intéressée à voir, ben, est-ce qu'on peut tenir compte des préférences des femmes, c'était surtout des femmes qu'on voyait dans ces emplois-là, pour exercer des professions, mais aussi de leur potentialité. Exemple, si on plus de facilité dans la rédaction à faire du secrétariat, sont plus ISTJ, admettons,
On va les mettre en secrétariat parce qu'on va tenir compte de qui ils sont. Ah, elle, peut-être infirmière, elle est très compatissante, mais en même temps, elle est efficace, elle sait ce qu'elle a à faire. Telle autre, on va la mettre sur la chaîne de montage, elle va être capable de faire le travail, ça ne les dérangera pas. Voyez-vous, c'est venu un petit peu de ça. On pourrait dire quasiment que ça a été les premières à essayer de réfléchir au type de personnalité en fonction des métiers et des professions. Mais en même temps, c'est ça, il ne faut pas tenir compte que c'est juste de même qu'on peut évaluer dans quoi qu'une personne peut aller. Il faut faire attention à ça aussi. Madame Catherine Cook, Briggs, ben, elle, c'est une dame qui était quand même assez cultivée puis qui aimait apprendre, comprendre l'être humain aussi. C'est une femme qui est née en 1875, décédée en 1968. J'ai pas eu le temps de la connaître, je suis née en 68. Donc, cette chercheuse américaine-là a été intéressée par la psychologie de la personnalité, elle était passionnée par la compréhension des différences humaines, puis elle s'intéressait à la manière dont les individus pensent, apprennent et interagissent. C'est pour ça qu'elle s'est intéressée aux travaux de Carl Gustav Jung, parce que lui a défini des types de personnalités, des types de préférences, tout ça, puis elle a dit, oh, mon doux, ça me parle, c'est exactement ce que j'ai compris, mais que je ne suis pas capable de mettre dans une théorie. Donc, Madame Catherine, ben, en 21, quand elle a lu les travaux de Carl Gustav Jung, elle a fait, oui, c'est exactement ce que moi, je percevais. Et elle s'intéressait beaucoup au type de personnalité en étudiant sa fille qui était différente, mais aussi à voir comment le mari de sa fille aussi pouvait être différent. Ça l'intéressait de comprendre ces dynamiques-là. Donc, les travaux de Carl Gustav Jung apportaient une dimension qui était théorique à elle, ses perceptions qui étaient beaucoup plus intuitives, mais en même temps rigoureuses, parce qu'elle prenait quand même des notes et elle voulait comprendre le fonctionnement de l'individu. Tandis que sa fille Isabelle, elle, qui est née en 1897, décédée en 1981, c'était une personne qui pensait que quand les individus se connaissent, puis ils sont capables de mieux comprendre leurs forces, sont capables aussi d'éviter des conflits inutiles. Si je sais qui je suis, que je comprends l'autre personne, comment elle est, on peut peut-être trouver une façon de se rejoindre, de se comprendre, d'être complémentaires. Donc, ça l'intéressait beaucoup. Puis, pour elle, c'était, on peut-tu choisir un environnement de travail en même temps qui va tenir compte de qui je suis? C'est pour ça qu'ils ont énormément travaillé sur ce test-là, qu'on utilise d'ailleurs encore beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Elle a transformé, dans le fond, les idées de sa mère en un outil psychométrique moderne. 1962, quand on regarde tout ce que Sandy vous parlait tantôt, c'est quand même assez moderne, 1962, parce qu'on parle de, tantôt vous avez parlé d'époques qui datent de l'Antiquité, donc on s'entend que 1962, c'est très proche aujourd'hui, même si ça fait aujourd'hui 65 ans de ça. Donc, elle a défini les 16 types de manière opérationnelle, puis elle a transformé la théorie en un instrument concret que les gens pouvaient utiliser. Donc, il y a vraiment eu un engouement pour le fameux MBTI. C'est vraiment un outil qui est largement utilisé dans le monde, particulièrement dans le monde des affaires, tout le côté ressources humaines, entrepreneuriat, coaching. Les gens adorent l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a une simplicité, il n'est pas difficile à comprendre, il est accessible. Ça s'utilise quand même de façon assez intuitive aussi. Et c'est un outil qui a été quand même adopté par des entreprises pour tout ce qui touche le leadership, la communication, la cohésion d'équipe. Vous avez vu tantôt, je vous montrais deux types de personnalités complètement différentes. Donc, à ce moment-là, ben, si on est dans une entreprise, on a plusieurs personnes qui sont ISTJ, puis on en a une couple ENFP, puis là, on sent que le climat est explosif. Bon, on va prendre le temps de regarder qui sont les personnes au sein de notre équipe, comment on peut améliorer les potentialités, éviter les conflits, vivre dans un endroit mieux-être, tout ça, mais il ne faut jamais oublier que quand on fait ça, c'est parce qu'on veut de l'efficacité en entreprise, on ne le fait pas juste pour le bien-être des individus. Donc, ça a été aussi beaucoup utilisé pour ça. On le retrouve beaucoup il est très, 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 très présent dans tout ce qui est médias sociaux, sur Internet comme tel. Puis, il y a beaucoup de tests en ligne gratuits aussi. Mais il y a quand même des limites.
Et c'est là que c'est important, surtout comme vous êtes dans le domaine de la psychologie, on ne peut pas tout prendre pour acquis. Si je vous dis qu'un MBTI, c'est parfait, utilisez ça dans toute votre carrière, vous allez peut-être dire, OK, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un bon outil? Est-ce que ça a été validé par la science? Est-ce que je peux m'en servir hors de tout doute, tout ça? Donc, à quelque part, il faut aussi regarder, y a-t-il des limites à ce fameux test-là? Oui, dans la communauté scientifique, on va dire qu'il manque de validité scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne mesurent pas de manière fiable les traits psychologiques. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui veulent tenter des réponses? Pourquoi qu'ils ne mesurent pas de manière fiable les traits psychologiques? Je vous laisse essayer quelque chose. Ben, moi, je peux essayer quelque chose. Peut-être parce Mhm. que ça peut évoluer dans le temps ou ça peut changer selon des situations ou différents traits, mais je pense que la personnalité, ça reste habituellement assez pareil, mais je me dis peut-être qu'il y a certains traits qui peuvent varier. Effectivement. Tu sais, dans le fond, exemple, je pourrais faire le test aujourd'hui, un test, admettons que vous allez retrouver en ligne, puis vous allez être, par exemple, peut-être une ISTJ, puis vous la refaites le lendemain, puis vous êtes une ENFP. Là, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne marche pas alors, parce que c'est pas ça que ça a donné la dernière fois. Effectivement. Ouais. Claude? Ben, moi, j'aurais envie de dire que 4 questions, ça serait peut-être pas une cueillette de données suffisante là, tu sais, pour aller vraiment rechercher ça serait quoi les traits de personnalité de la personne. C'est sûr, ça peut donner des pistes, mais c'est pas complet, j'aurais le goût de dire. Oui, tu as raison, ça peut donner des pistes, mais exemple, moi, je vous ai posé 4 questions où vous aviez à choisir de façon bipolaire. Je suis un introverti, je suis-tu un extraverti? Donc, c'est assez basique là, comme information. Oui? Ah, Ben, Rose? des fois, en fait, mettons, là, vous avez posé une question genre introverti ou extraverti. Mais tu sais, des fois, on peut être un peu des deux, puis se situer comme entre les deux. Fait qu'on dirait que c'est un petit peu comme trop noir ou blanc. Tu sais, une ah, personnalité, tu sais, c'est fluide, ça peut être entre différentes choses, tu sais, puis ça peut être un mélange de plusieurs aspects. Fait que je pense que c'est un petit peu trop, tu sais, noir ou blanc, là. Je pense qu'il manque un petit peu de trop d'un précision. casse. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, Mhm. je vais juste rebondir à Oui? partir Ah, des propos de Maïka, parce que c'est comme Jean, quand tu as posé la première question, j'ai dit, moi, je suis un petit peu des deux, toi, mais quand tu m'obliges à choisir, je choisis I parce que je me retrouve plus en I, mais quand je vais dans une ville, surtout une nouvelle ville, j'ai l'impression à j'utilise, c'est comme genre les deux pratiquement. donc, c'est pas facile de Ouais. trancher tout à fait. Il y a quelqu'un qui avait levé la main tantôt aussi. Attends, c'était Rose, je pense. Je pense que oui, Rose. Moi, c'est parce que je disais plus que sur la théorie de la personnalité, c'est un continuum et pas Oui, Voilà. parfait. plus complètement. C'est comme un continuum qui peut Ah. devenir différent. Ça peut aussi aller avec comment tu te sens cette journée-là. Je veux dire, tous les facteurs peuvent changer. Tu n'as peut-être pas le goût de parler cette journée-là parce qu'il s'est passé quelque chose, mais ça définit pas ta personnalité de tous les jours. Exact. Comme tu dis, c'est un continuum. Retenez le continuum. Je vois Elsa qui a la main levée aussi. Oui, ben là, désolée, j'ai pas ma caméra, mais oui, moi aussi, je me disais, c'est un test qui est auto-porté sur nous-mêmes. Fait que, je veux dire, ça peut ne pas être 100% ce qui représente la réalité parce que, bon, ben, je veux dire, on peut avoir envie d'être plus, mettons, extraverti, mais concrètement qu'on est plus introverti. Fait que, tu sais, ça peut peut-être jouer aussi un peu sur les réponses, là. Ouais, j'aime ça aussi ce que tu dis, Elsa, parce que parfois je voudrais être, admettons, une introvertie. Donc, je vais essayer de trouver des façons de voir où est-ce que je peux être introvertie, mais que dans les faits, ma préférence naturelle, ça va être l'extraversion. Puis, tantôt aussi, Rose, tu avais mentionné, ça dépend aussi comment je me sens. Peut-être que si j'ai vécu des mauvaises journées, je me sens pas dans l'extraversion cette journée-là. Et le test MBTI va même plus loin. On parle même aussi des dimensions qui vont être secondaires, tertiaires, puis les aspects où ce que on va être que ça va être notre ombre, par exemple. Par exemple, un extraverti qui est sensible aux autres, le NFP, par exemple. Si il file pas une journée qui est comme dans ses parties les plus négatives de lui-même, il va être le contraire de ce qui est d'habitude. Il va se replier, se refermer, être dans son mode de pensée. Il va se mettre à tout penser aux petits détails
qui l'ont fatigué, qui l'ont énervé. Il va se mettre à faire un focus là-dessus. Et là, vraiment, il est plus dans son élan naturel. Fait que là, la personne, elle pourrait se dire, ben non, en fait, je suis une I avec un S, puis d'un coup, je deviens un T. Fait que voyez-vous comment tout n'est pas simple. Puis la dimension du continuum aussi. C'est pour ça d'ailleurs que le test comme le Big Five, on entend parler de plus en plus. Je ne le connais pas beaucoup, mais le Big Five a été mieux validé parce qu'il est plus sur un continuum. Tandis que le 16PF, ben imaginons, on est des milliards sur la Terre, ça se peut pas qu'il y ait juste 16 types de personnalités tout simplement, là. OK? Il y a des nuances là-dedans. Puis c'est là qu'il faut faire attention. Les questions peut-être peuvent être biaisées, comment je les comprends aussi. Si je vais faire le test en ligne et moi, je vais vous inviter à dire, essayez donc d'aller le faire en ligne, le test, le 16 types de personnalité. Puis essayez de voir, est-ce que ça donne la même chose que vous quand vous avez répondu à mes 4 questions? Puis vous allez voir, les questions sont vraiment définies, fait que ça va vous donner une idée. Puis vous allez peut-être... Ouais. J'allais dire, est-ce que tu pourrais le partager en lien gratuit? Oui, je l'ai le lien, je vais vous le montrer tantôt, mais ça peut être intéressant, puis même à la limite, ça peut peut-être être un petit travail de dire qu'est-ce que j'ai, les 4 que ça m'a donné versus celui-là que ça donne en ligne. Finalement, est-ce que c'est pareil? Puis si je me mets à regarder plus qu'est-ce qu'on en dit la personne selon son profil, lequel me ressemble vraiment plus là-dedans? Moi, je vous invite à faire ça. Ça vous permet de nuancer, de mieux comprendre, de mieux utiliser. D'ailleurs, moi, je m'en sers beaucoup. La personne qui est en avant de moi, c'est pas rare que je suis capable de capter assez vite son essence à cause que je m'inspire des dimensions du MBTI. Donc, oui. J'ai une question pour toi, Oui. Julie. Mhm. Ok, ma question, Julie, c'est, mettons que je suis en entretien d'embauche, en fait, dans un processus d'embauche, Oui. et puis moi, je sais que cette entreprise, on cherche plus quelqu'un qui a un profil, on va dire, consultant. Uh-huh. C'est-à-dire, le poste. Et là, est-ce que je peux pas biaiser aussi, en fait, je parle du candidat, est-ce que le candidat peut pas biaiser aussi les réponses? Dans son test? Oui. Ça pourrait arriver, mais ça se peut qu'il fasse passer un MBTI, mais en même temps, il faut faire attention parce que des fois, on pense que l'employeur cherche un certain type de personnalité, mais que c'est pas tout à fait ça. Comme les fameux tests, là, il y en a qui passent aussi des tests pour médecine ou des domaines comme ça, comment il s'appelle? Le Casper. Des fois, il y a des gens qui vont répondre d'une manière en pensant, ah, c'est ça qu'ils attendent comme réponse. Ou il y en a qui vont répondre vraiment avec leur cœur. Mais tu sais, il faut faire attention, je vous dirais que vous êtes mieux d'être honnête dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que s'ils cherchent un certain type de personnalité puis vous ne pas dedans, vous ne serez peut-être pas heureux non plus dans la job. Fait que, mais oui, effectivement, c'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas le prendre comme un outil fiable à 100% parce que le test-retest, souvent, on dit qu'il est pas, ça donne pas toujours les mêmes résultats. Donc, le test-retest, c'est que les gens le refont, puis ça donne pas nécessairement le même profil. Ils vont se retrouver avec un autre profil la semaine suivante. Moi, à ce moment-là, j'aime mieux me servir des éléments, qu'est-ce que ça dit de moi, essayer de faire parler la personne pour mieux se connaître, la faire se raconter, donner des exemples. Là, elle va davantage savoir qui aller à ce moment-là. Il y a aussi, on dit pas conçu pour l'orientation professionnelle. Ça prédit pas la satisfaction au travail ou la réussite ou la performance. Fait que si quelqu'un dit je le fais juste pour dire dans quel domaine je vais, mauvaise idée. Il faut que ce soit un ensemble d'éléments qu'il faut se servir. Tout comme en psychologie, il peut vous aider, vous donner des indices, mais vous ne devez pas vous servir que de ça non plus. Vous devez vous servir d'autres outils ou de vous qui êtes l'outil aussi. Donc, exemple en orientation, je ne dirais pas à quelqu'un, ah, tu es une ENFP, faut que tu t'en ailles en orientation. C'est là-dedans. Parce qu'à la limite, j'ai une collègue à l'université qu'elle a un profil qui est contraire à moi, mais on exerce exactement la même profession. Fait que vous voyez, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est contraire à moi, que son approche est moins bonne puis qu'elle va moins aimer son travail ou moins performer et vice-versa. Donc, au contraire, on va avoir des complémentarités, on peut s'apporter des éléments différents. Donc, il faut faire attention de ne pas dire, ah, ça mène vers absolument ces types de professions-là. Et les approches vont être différentes. Les approches vont être différentes, par contre. Puis, en même temps, dans un milieu, c'est bien qu'on ait de la variété. Tu sais, comme exemple, une infirmière qui a un profil qui va être plus observateur, investigateur, elle va aller chercher sa recherche, elle va aller chercher les faits, elle va observer.
Mais l'autre personne qui va être extravertie, elle va être dans l'action, go, on bouge, on est dans l'urgence, puis on va voir, mettons, peut-être des éléments qu'on n'a pas pensé vérifier auprès de la personne. Voyez-vous, il y a des complémentarités, c'est là qu'on peut se servir des forces de chacun. Puis, comme on disait tantôt, tu as parlé de continuum, Rose, si je ne me trompe pas, ça catégorise aussi de manière simplifiée. Je suis dans une classe, je suis dans la classe ESTJ, je suis dans la classe INFP. Donc, finalement, ben, ça polarise un petit peu trop. Puis comme, effectivement, on est sur un continuum, je pense à, mettons, un de mes garçons, je disais, « Hey, es-tu plus introverti ou extraverti? » Il me dit, « Je suis entre les deux. » Là, j'ai fait OK, tu es entre les deux. Et j'ai vu dernièrement qu'on parle de ambiverti. Donc, ambiverti pour dire j'ai les deux côtés. On a des préférences naturelles, mais ça ne veut pas dire que, exemple, si je suis une extravertie, que je ne suis pas capable d'être dans mon monde de réflexion, me servir de tout ça, puis qu'il n'y a pas des moments que j'aime aussi analyser puis être plus dans la réflexion. Donc, on n'est pas nécessairement rien d'un côté ou l'autre. Ce qui est important de comprendre avec le MBTI, c'est que ça a été inspiré de Young, puis ça a été développé par les madames, Briggs et Myers. Ça propose une lecture simple des préférences de personnalité. Donc, c'est intéressant quand même comme outil de connaissance de soi pour mieux identifier des aspects de la personnalité. Exemple, moi, j'aime beaucoup aller chercher ça, faire parler les gens, à déterminer ben, qu'est-ce que tu aimes mieux là-dedans, est-ce que tu aimes mieux être plus dans le contact, et ça donne des indices pour quand on explore après ça le monde des professions. Mais la même chose en psychologie, ça peut donner des éléments pour aller explorer des dimensions de la personne aussi. Le mini-test comme tel illustre son utilité pour mieux se connaître, mais améliorer aussi la communication. Ça peut me servir. Par exemple, je suis en travail d'équipe, on décide qu'on va prendre le temps de voir c'est quoi les forces qu'on va mobiliser chez les uns et les autres. Ça peut être un élément pour mieux discuter, mieux communiquer aussi. Il faut retenir aussi que c'est un outil qui est très populaire. Si vous regardez sur le net, vous allez en voir des pages et des pages d'informations qui concernent le MBTI comme tel, mais il est non validé scientifiquement. Moi, si je demande à un professeur à l'université, est-ce que je peux parler du MBTI? Si j'ai affaire à une personne extrêmement scientifique, elle va me dire, il n'y a pas de données probantes sur le MBTI. Fait qu'elle va faire comme, oh non, j'ai un petit peu de malaise avec. Mais en même temps, la personne qui va être beaucoup plus dans l'intuition va comprendre aussi que je me sers de l'outil comme un outil de connaissance de soi pour aller plus loin dans la possibilité de définir, de réfléchir, tout ça, ça va aider. Et puis, il y a aussi, Julie, quand tu m'as parlé de ça, je vois aussi l'importance pour les étudiants de découvrir cet outil. Oui. Même s'ils ne les utilisent pas ou ils peuvent les utiliser aussi, ça dépend écoute, de la manière dont ils vont les utiliser. Mais c'est important de savoir que ça existe et puis comment prendre des précautions par rapport à tout ça et puis comment aussi ça nous permet d'avoir, je dirais, une vue vite, rapide de la personnalité aussi. Absolument. Moi, je vous le dis, j'adore m'en servir. J'adore me servir de ça, mais je ne fais pas les tests aux personnes. Je me sers de ce que je connais du MBTI. Je vais plus loin, par exemple, j'aime beaucoup. Dernièrement, j'ai découvert à la rencontre des 16 types de personnalités. C'est vraiment intéressant. Pourquoi? Il y a des petits questionnements. Ça peut amener plus loin les réflexions. Ça peut amener aussi à voir comment j'ai tendance à agir dans telle situation. Est-ce que je suis plus réactif, plus initiateur? Parce que il y a tellement de gens qui ont développé d'outils pour la connaissance de soi que ça peut être intéressant comme outil comme tel. Vous avez même des aspects de ça va être quoi les qualités professionnelles d'une personne qui a tel type de personnalité, c'est quoi les types de relations, des difficultés qu'elle va rencontrer dans ses relations avec l'autre personne. Donc, tout le côté communicationnel, quand on le comprend, moi, je pense, admettons, comme si je prends mon conjoint versus moi, on a deux façons de faire diamétralement opposées. Ça pourrait être facile de ne pas se comprendre, mais si on est capable de voir le mode de fonctionnement de chacun, ça devient intéressant et je peux voir ça comme un élément positif parce que souvent, ce qui m'a attiré chez la personne, c'est le fait d'être complètement différente de moi. Des années plus tard, ce qui me tombe sur les nerfs de la personne,
c'est aussi les mêmes éléments pour lesquels j'ai eu une attirance au départ. Donc, des fois, de comprendre ces éléments-là d'attirance, répulsion même, c'est intéressant. Donc, ça vous aide à enrichir votre réflexion, votre analyse, puis même de pousser plus loin en tant que professionnel. Si vous avez un côté intuition, votre intuition, c'est pas négatif du tout. Au contraire, ça peut vous aider à faire sortir les potentialités chez les individus, explorer des dimensions qu'on n'avait pas pensées ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment positif, ce petit côté-là. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être utilisé pour du travail d'équipe. Vous avez un travail d'équipe à faire, pourquoi pas expérimenter, explorer, puis aller voir c'est quoi qui peut vous aider à faire un meilleur travail ensemble, mais c'est quoi qui pourrait être aussi un frein ou une difficulté. Ça aussi, ça peut être intéressant. Puis ensuite, je partais pour dire, faut aussi que ça soit souvent complété avec d'autres modèles qui vont être plus robustes comme le Big Five et sûrement que vous allez apprendre d'autres outils psychométriques qui peuvent être très intéressants. Comme moi, je m'en sers, mais je m'en sers par exemple avec l'AFC Holland, qu'on appelle le RIASEC, qui est le réaliste investigateur artistique, social, entrepreneur puis conventionnel. Et au niveau professionnel, ça a été très développé au niveau de l'orientation, donc je m'en sers beaucoup en complémentarité. Donc, je me sers pas que d'un outil, je me sers d'autres outils. Puis parfois, je ne me sers pas d'aucun des outils parce que la personne en avant de moi, elle sait où ce qu'elle s'en va, on est capable d'identifier beaucoup d'aspects de ses traits, de sa personnalité, son tempérament, ses préférences, ses intérêts. Mais ça me donne quand même une meilleure connaissance des dimensions humaines de l'individu. Et si je continue ici, là, je vous dirais que pour aller plus loin, Sandy demandait, est-ce qu'il y a des possibilités de faire des tests de personnalité gratuits? Effectivement, si vous allez sur www.16personnalités.com.fr, ben, vous pouvez faire un petit test, avoir le résultat presque dans l'immédiat, puis voir qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est quand même ludique, intéressant, ça vous permet une connaissance de soi, surtout quand vous avez des travaux d'introspection à faire sur vous autres. Ben moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, puis qu'on me disait, parle-moi de ta personnalité. Parfois, dans ma tête, c'était blanc. Il n'y a rien qui se passe. Mais si j'avais pu utiliser des outils de même, dire, ah oui, c'est vrai, j'ai toujours été de telle nature, j'ai toujours fait ça. Oui, ça me ressemble, ça, de dire, mettons, comme je posais spontanément une question au professeur, puis ah, ben finalement, d'être extraverti, ça ne veut pas dire d'être hyperactif pour autant ou d'être TDAH. C'est bien, ça permet de nuancer un peu ces perceptions, de dégrossir, on pourrait dire, tu sais, mettons une statue, on dégrossit un petit peu pour mieux voir ce que ça va donner, le bloc de pierre, Ouais, on pourrait dire. démystifier aussi. Démystifier. Je trouve que c'est intéressant ce côté-là. Et il y a un que j'aime beaucoup, 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 il est en anglais, puis comme je ne suis pas bonne en anglais, ce que je fais, ben, je demande à Google de me traduire les pages dans ce temps-là. C'est le Truity, le www.truity.com. Ils parlent des 16 types de personnalité, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils vont expliquer un peu comment que la personne fonctionne sur un plan de la carrière, c'est quoi les sources potentielles de conflit, c'est quoi ses valeurs en général, tout ça, parce que ça parle beaucoup aussi de tous ces éléments-là. Vous prenez ce qui est bon pour vous, pour l'autre personne, et vous mettez de côté ce qui est moins à propos, moins approprié. C'est parce que là, on ne parle pas non plus d'horoscope, là, on parle de type de personnalité, donc c'est important que la personne avec qui j'échange, ça soit un élément de récit de vie. Raconte-moi, explique-moi. À ce moment-là, vous pouvez vous servir de ces éléments-là pour enrichir la discussion que vous allez avoir avec la personne. Donc, le Truity, je l'aime beaucoup. Je m'amuse quand même à aller voir les professions en lien, qu'est-ce qu'ils proposent, tout ça, mais je fais toujours attention parce que c'est jamais la vérité pure à 100% non plus. Et il y a des livres vraiment intéressants sur le sujet aussi. Comme là, tantôt, je vous ai parlé des 16 types de personnalités. Je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est le fun parce qu'il y a comme des petits personnages rattachés à chaque type. Il y en a qui vont dire c'est le logisticien, d'autres que ça va être le champion, le professeur. Mais encore là, il faut faire attention. C'est pas parce qu'il dit, mettons, que c'est le conseiller qu'il y a juste lui qui peut conseiller. Vous voyez un petit peu, à faire attention. Puis, moi, j'aime beaucoup, c'est mon dernier que je me suis acheté, justement, les 16, à la rencontre des 16 types de personnalités. J'aime ça parce qu'il amène à se poser des questions, il est vraiment intéressant.
Par exemple, je peux retrouver dedans dans les manifestations extérieures de la fonction de la personne, comment qu'elle va, si, mettons, je prends les verbes qui reflètent le sentiment extraverti, introverti. Donc, c'est intéressant sur ce côté-là aussi. Par exemple, mettons, bon, là, je n'irai pas trop vite de même parce que là, je vais me perdre, là. Mais vous avez vraiment, mettons, pour chacun des profils, des exemples. Vous avez les forces, les défis, vous allez avoir les fonctions. Je vous ai parlé tantôt des fonctions dominantes, les fonctions auxiliaires, tertiaires et les fonctions intérieures. Bon, admettons que je prends une personne qui serait, je vais en prendre un qui a ressorti tantôt les INFP, les ENTP, je pense qu'il y en avait, mais beaucoup dans les I. Je vais aller chercher, attendez, OK. Bon, j'ai ici, je pense que j'ai vu tantôt, je pense qu'on avait vu des INFP, je crois qu'on en avait vu beaucoup. On avait vu beaucoup de INFP. Tu sais, tantôt, je vous disais que des fois, il y a des fonctions inférieures. Bon, la fonction inférieure, par exemple, on va dire les forces, la personne, elle peut se sentir inefficace dans l'organisation extérieure, éviter des milieux très structurés. Elle peut aussi éprouver des difficultés à hiérarchiser des priorités ou s'imposer des délais rigoureux. Sous le stress, elle peut avoir imposé rigidement des solutions logiques, négligeant ses émotions. Puis pourtant, elle est un F d'habitude. Donc, quand on parle de la fonction tertiaire, on parle dans le fond de O, c'est la partie où j'ai le plus de difficultés en général. On va même parler dans ce livre-là, c'est le fun de voir, l'enfant ou l'adolescent qui est plus INFP, comment il va être. Fait que ça peut être intéressant d'aller voir, ah oui, comment j'étais comme enfant, est-ce que ça avait du bon sens de dire que j'étais comme ça? Parce que souvent, nos préférences naturelles, c'est ça qui va ressortir dans les 4 questions. Mais en vieillissant, on développe aussi les autres dimensions. Par exemple, si samedi dit je suis plus un I, puis moi je le vois aller, puis c'est vrai qu'il est beaucoup dans la réflexion, l'analyse, puis il écrit, tout ça, mais il peut être aussi dans l'extraversion, puis avoir du plaisir à être dans l'action avec les autres, tout ça, parce qu'on le développe aussi en vieillissant. On développe, admettons que je suis moins peut-être le côté jugement, dans le sens délai, organisation, méthode, je peux développer des façons de faire pour améliorer ces aspects-là. Mais par contre, c'est pas parce que je suis pas un type jugement qu'on appelle que je ne suis pas organisée ou méthodique. Je vais l'être à ma façon pareil, mais je vais peut-être avoir plus de facilité à m'adapter aux situations imprévues. Tandis que la personne qui va être en mode jugement, puis je dis pas juger les autres, hein, c'est le mode jugement, la préférence jugement. Elle, ça se pourrait que quand que c'est pas dans le planning, c'est pas prévu, on vient de dévier la trajectoire, elle va vivre de l'anxiété puis du stress plus facilement. Oui, parce que là, tu viens de la désorganiser. Il y a un travail à faire en équipe, puis il n'est pas fini 3 jours avant. Ça va peut-être désorganiser. Puis le premier livre que je m'avais acheté à l'époque, c'était Comprendre les types de personnalités. Lui, il avait été vraiment rédigé par Isabelle Briggs-Myers et Peter B. Myers. Ça, je pense que c'est comme le fils, si je ne me trompe pas, de Isabelle Briggs. Donc, c'est vraiment quasiment une affaire de famille. Ils ont développé beaucoup. Ça a été un projet qui était important pour cette famille-là comme tel. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Moi, j'aime ça vous entendre. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Votre perception, comment vous avez... Perception, est-ce que vous trouvez que ça pourrait être, je ne sais pas, dans votre parcours, être utile, je ne sais pas, un jour, pas aujourd'hui, peut-être quand vous serez psychologue, vous pensez utiliser ça peut-être un jour? Sinon, je peux cibler aussi des personnes que je pose des questions directement. Ah, ouais, Oui, quelqu'un, mettons, qui n'a pas trop jasé, là, ça ouais, peut être ça. intéressant. Ouais, Allô, ouais. allô? Oui, Oui. Benjamin. Oui, je trouve ça super intéressant qu'est-ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Puis, en fait, moi, je trouvais ça intéressant là, quand on parlait un peu de la validité tantôt parce que j'avais déjà fait le test complet au préalable. Puis, ça m'a donné 2 profils quand même éloignés. Là, tu sais, j'ai 2 lettres qui diffèrent complètement. Fait que Ah, ça montre un peu là, à quel point c'est intéressant, mais
C'est ça. Mais j'imagine que si tu faisais vraiment deux fois le même test, le grand test avec toutes les questions, probablement que tu aurais plus de chances de retrouver deux fois le même profil. Parce que là, quand on faisait tantôt, vous nous posiez les questions, on répond un peu comme ça rapidement. C'est sûr qu'on a moins de chances de tomber sur notre profil exact, mais ouais, ça reste que c'est un outil qui semble être très intéressant. Vraiment, oui, c'est intéressant. Puis effectivement, là, je vous l'ai posé en quatre questions, puis vous y alliez avec vos perceptions, hein. Ouais. Maintenant, en ce moment, comment que je me vois plus? Puis, comme quelqu'un mentionnait tantôt, des fois, on voudrait se voir plus d'une autre manière aussi. Tout ça, ça joue, effectivement. Oui, c'est Annie? Annie. Annie? Annie? Oui, Annie? Ben, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'avais déjà fait un test comme ça en ligne, puis ça m'avait donné la même chose. Ah, c'est bon Par signe. contre, j'avais pas totalement compris comme qu'est-ce que ça servait. Puis aujourd'hui, ben, ça m'a permis de plus le comprendre. OK. Puis moi, je vous invite à ce moment-là, comme Annie, je t'invite à aller voir sur Tweety particulièrement, aller voir qu'est-ce que ça dit, ça fait-tu du sens pour toi, puis à quelque part de constituer vraiment comme qu'est-ce que tu vois de toi plus précisément aujourd'hui, puis en même temps d'avoir un regard critique à dire, ah, OK, ça par contre, ça me ressemble moins, c'est pas tout à fait ça. Rose, Ben, moi, je trouvais que ça représentait bien, ça nous donnait une bonne idée de quel genre de psychologue on pourrait devenir. Parce que oui, catégorie, mettons, moi je suis rentrée en défenseur, protecteur, puis tu sais, ça ressort mon envie de protéger tout le monde, puis d'essayer d'enlever le négatif dans la vie, tandis que, mettons, les avocats, mais ça va peut-être être plus des psychologues tenter à projeter la personne vers son opposé. Tu sais, Mhm. l'avocat du diable, proposer, tu sais, c'est peut-être, ta vision est peut-être bonne, mais l'autre est peut-être bonne aussi. Tu sais, on dirait que ça nous oui. voir quelle vision de psychologue on va être, puis quelle thérapie peut-être on va être poussé à vouloir adopter. Absolument, parce que tu vois, exemple, admettons, quelqu'un qui va avoir un côté extraverti assez important, c'est possible que d'être dans un bureau à juste écouter Ouais. les gens, mettons, là, je dis juste écouter les gens, mais c'est pas juste ça, là. Ça se pourrait que cette personne-là sente que ça bouge pas assez, qu'elle a besoin de faire de l'animation, qu'elle a besoin d'aller Ouais, à la ça peut rencontre nous des gens. amener à savoir quelle communauté on veut aider, tu sais, parce que dépendamment Oui, de quel genre on est, tu sais, peut-être qu'on va pas être à l'aise dans certains domaines, puis ça nous enlève peut-être aussi la pression. Tu sais, il y a peut-être certaines personnes qui vont remarquer qu'ils n'ont même pas besoin de pousser jusqu'au doctorat, puis que finalement, tu sais, ils peuvent se concentrer sur d'autres choses qui pourraient les amener bien plus épanouis. absolument, absolument. Puis c'est d'avoir un regard sur soi, puis de bienveillance aussi, parce qu'il n'y a pas un bon type ou un mauvais type de personnalité. Il y a qui je suis dans tout ça et où je risque d'être le mieux. Absolument. Ça, ça peut aider à ça aussi. Et puis, Annie, Annie, c'est votre nom, bon nom, là? Ou c'est juste un pseudo? Annie B? Parce que moi, je vous invite à utiliser, surtout pour mon cours, de votre vrai nom, si c'est possible. Et puis, ça va m'aider aussi parce que moi, je prends des notes pour ceux qui participent, parce que je pense que la participation, c'est 10% de la note. OK? Donc, c'est important de participer, de poser des questions et puis, en tout cas, d'apporter aussi votre part à la construction, à la co-construction de la connaissance d'un cours. Donc, vous faites ça bien d'ailleurs. Le WOCLAP, tu vas-tu le faire la semaine prochaine ou Oui, plus? parce que, étant donné qu'il est 31, en fait, ça ne prend pas beaucoup de minutes là, Non. parce que tu penses, ouais, je pense qu'on peut le faire aussi. Ah, il est déjà fait? Oui, mais On vous fait un s'il petit vous plaît, WOCLAP. on peut le faire. Je vais laisser Samedi prendre la place. OK. C'est le haut clap sur le MBTI, vite, vite, et puis après, on Sans pourrait. question. Oui. Attends. Parfait. Attends. Est-ce que je vois pas? OK, parfait.
OK. De quelle tradition théorique le MBTI s'inspire-t-il principalement? OK. Là, il voit-tu Oui. les réponses tout de suite? Non, je pense pas. Il ne voit pas la réponse là. En fait, mais après, on peut les communiquer. On voit pas OK. le QR non plus pour s'inscrire. Ah, OK, OK. Attends, vous n'arrivez pas à vous inscrire? Attends. OK. Attends. On démarre à nouveau. OK. C'est bon maintenant? OK. OK. Oui, oui. Oh, Ça ça s'en monte vient, ça s'en vient. doucement. On est 40 quand même là, donc on attend plus de réponses. Il y a 32, 31. OK. OK. On passe à la deuxième question, Donc, c'est ça? on peut voir, oui, effectivement, la bonne réponse, Oui. c'était la psychologie analytique de Jung, de Carl Gustav Jung. Vous êtes potentiel, vous avez pas mal tout vu. Oh, il y avait quelqu'un qui avait parlé plus de la psychologie cognitive, mais c'est ça la réponse, c'est psychologie analytique de Jung. Parfait. La deuxième question, Julie, veux-tu le lire? Quel mot vous vient à Oui. l'esprit quand vous pensez aux influences intellectuelles? Je n'ai pas de réponse, hein? Ah, c'était tous les mots qui disaient que c'était un nuage de mots. Personnalité. OK. Ah, c'est- On est bon? Ah, vraiment intéressant. Uh-huh. On peut parler du tempérament aussi, extraversion, introversion. On peut parler de tempérament, notre propre couleur, j'aime ça, notre couleur. Ouais. Original. OK. Oui. OK. On peut aller à l'autre question, la question numéro 3. Est-ce que la MBTI est considérée? Oh, ça n'a pas été long les réponses. Hein? Oh, OK, on a 3% là, 97%, 6%, OK. Est-ce qu'il est considéré comme un outil psychométrique scientifiquement validé? Juste pour rappeler, non, parce que le test-retest, ça donnait souvent comme des résultats différents. C'est pour cette raison-là qu'on dit qu'il n'est pas validé, qu'on conseille plus, par exemple, un outil comme le Big Five. Parfait. Question 4, Julie. Quelle est l'une des principales critiques adressées au MBTI? Donc, on a 100% des réponses. Ouais. Donc, vous avez bien répondu. Il manque de fidélité, test, Fidélité, retest. ouais. Mhm. 5, c'est ça? Mhm. Question 5. Donc, classer ces modèles de personnalité selon leur niveau de validation empirique. Donc, empirique, c'est lequel qu'on dit qui est vraiment comme. Donc, c'est le Big Five vraiment en premier. Oui. Mhm. C'est le Big Five en premier, je pense. Oui. MBTI pourrait venir ensuite psychologie de Jung, puis Hippocrate, ben là, c'est loin, ça fait longtemps Hippocrate. Mais Hippocrate a quand même essayé de comprendre Oui, c'était les tempéraments. le premier qui a jeté les bases. Oui.
OK. On s'en va à la question, à quelle question là? 6. Selon vous, pourquoi le MBTI est-il si populaire malgré ses limites scientifiques? Euh, excusez-moi. Oui, Benjamin? C'est quoi? J'ai pas bien compris c'était quoi la bonne réponse à la question précédente. Est-ce que vous pourriez OK. le... La question 5, allez, Julie, attends. Je peux le placer pour Si vous? on les classait par modèle, Oui. ben, le premier, ça va être le Big Five. Après ça, on va parler plus du MBTI, la typologie de Jung après ça, et finalement Hippocrate à la fin. Si on y va Parfait, vraiment de merci. façon. C'est bon? On peut changer? Ouais. Parfait. Donc, ici, effectivement, il est facile à comprendre. Il donne une impression de découverte de soi aussi. Il est assez largement utilisé dans les entreprises. Il est amusant et valorisant parce qu'il nous permet Parfait. de mieux se connaître. Donc, c'est vraiment toutes ces Toutes réponses. ces réponses. C'est pour ça que je vous invite, dans une perspective de mieux vous connaître vos forces, vos limites, votre tempérament, vos valeurs, d'être capable de les identifier. Je trouve que ça donne un outil de plus pour mieux se connaître d'une certaine façon. Je pense à la connaissance de soi, quand on se connaît mieux, on comprend mieux nos relations avec les autres, on comprend mieux nos réactions dans certaines situations. Qu'est-ce qui peut engendrer un conflit, comment j'ai tendance à communiquer aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre le temps d'utiliser un outil même pour enrichir sa connaissance de soi. Je dirais peut-être un mot pour la fin. Qu'est-ce que vous retenez? Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. On va le mettre sur le chat. Oui, j'entends une main levée, oui. Oui, ben moi, ce que je retiens, c'est que même si c'est pas nécessairement prouvé scientifiquement, ben, tu sais, ou qu'il n'y a pas de données empiriques ou de tests retests, ben, ça peut quand même avoir ben, un certain aide ou une certaine base pour que les gens apprennent à se connaître, puis fassent un travail sur eux-mêmes. Fait que ça, tu sais, ça comble un besoin un peu. Fait que je pense qu'il est Ouais. important, c'est de reconnaître que ce genre de choses-là, puis c'est pas nécessairement parce que c'est pas 100% prouvé que ça peut pas avoir une utilité. Il y a quand même eu des observations sur plusieurs années. Hein. On parle de 100 ans déjà à peu près que cette dame-là s'intéressait à la psychologie, à l'être humain, aux différences, au tempérament. Donc, on peut s'entendre que si ça fait 100 ans qu'il y a des études sur ça, que c'est pas sur n'importe quoi non plus, qu'effectivement, que quand c'est pas prouvé scientifiquement, ça veut pas dire qu'il faut rejeter du revers de la main. Ça nous dit, tu Oui. me disais d'ailleurs, au niveau de la psychologie, il n'y a pas grand-chose qui est prouvé scientifiquement à 100% non plus. Oui, il y a toujours une marge d'erreur. Et Ah. puis, beaucoup de théories, même la théorie freudienne, par exemple, qui est très utilisée dans la psychanalyse, et il y a eu quand même en tout cas des personnes qui pensent que c'est pas scientifique, c'est pas une théorie scientifique. Et c'est ce qui va même créer ce qu'on appelle la dynamique par rapport aux écoles de pensée. Donc, il y a eu la psychanalyse, après, il va y avoir le behaviorisme, après, il y avoir... Donc, il y a toujours un manque, et c'est ce manque qui donne naissance à d'autres courants de pensée. C'est ça qu'on verra dans notre prochain cours, d'ailleurs. Annie-Claude. Oui, Annie-Claude. Ben, en continuité avec ce qui a déjà été dit, là, moi, je voulais juste ajouter que, tu sais, je trouve que c'est vraiment un bel outil qu'on peut utiliser. Tu sais, ça fait pas longtemps là, que la conférence, ça n'a pas pris énormément de temps, je veux dire. Puis, tu sais, dans divers milieux où ce que les gens vont pas nécessairement faire de l'introspection d'emblée, comme en entreprise, justement, ou autre. Tu sais, je trouve que ça ouvre une petite fenêtre là, sur aller faire un travail intérieur, tu sais, sur juste faire un petit atelier ou quelque chose où que ça peut apporter une ouverture. Fait que c'est ça, je trouvais intéressant. Merci. Ouvre une fenêtre, j'aime ça. Ouvre Oui, une fenêtre. j'adore ça. Oui. Annabelle. Moi, ça reste un petit peu dans le même genre, sauf que j'ai vraiment trouvé ça intéressant là, au sujet de juste de la découverte de soi. Tu sais, on est tous des gens qui veulent travailler justement avec les autres. Puis d'avoir ce genre d'introspection-là, je trouve que c'est vraiment important. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant comme d'apporter cette dimension-là, justement, là, dans un cours de psychologie. Je pense que c'est important que tout le monde se connaisse bien soi-même avant d'essayer d'aider les autres, là, c'est sûr. Absolument. Parfait. Meilleure connaissance de soi pour être capable d'aider les autres, parce que si on ne se connaît pas,
à un moment donné, on devient limité par nos propres, c'est comme on a nos propres limites à un moment donné. Donc, il faut être capable de reconnaître nos forces, nos difficultés, nos biais, tout ça. Si on les reconnaît pas, ça devient difficile d'aider les autres. Écoute, Julie, moi, je tiens à vous dire merci en public. Merci d'avoir accepté. Écoute, Julie participe toujours dans mes cours, que ce soit en Haïti ou au Canada. Donc, ça me fait toujours plaisir de t'accueillir parce que je sais que tu as un cœur pour l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Et puis, c'est de bonnes factures, tes présentations. J'ai beaucoup aimé. Et puis, j'espère que cette présentation va aider les étudiants parce que et je vais partager avec vous la présentation de Julie aussi sur le modèle. Donc, comme ça, vous pouvez prendre ça, utiliser. Et puis, si vous avez des questions, Julie est aussi quelqu'un de très ouverte. N'hésitez pas à écrire un message sur Teams ou sur, je sais pas, par courriel. Donc, Ouais. c'est facile à trouver le courriel de Julie sur le site de l'université. Il n'y a pas beaucoup de Julie Dubé, Non. vous allez me trouver Ouais, c'est facilement. ça. Je pense que c'est la seule du B, Oui. donc, qui travaille à l'université présentement. Ouais. Bon, c'est ça. Et puis, écoute, merci beaucoup. Là, on vous dit à bientôt. Si vous aviez des questions, écoute, désolé, Rose Gilbert, je n'ai pas oublié tes questions. Merci de noter ta question, Rose Gilbert. Et puis, on reprend la prochaine fois. C'est bon. Donc, et puis, déjà, pour ceux qui vont au cours, dans l'autre cours, bon cours. Et ceux qui ne font pas dans le cours, bon après-midi. À plus. Bye bye. Bye bye. Merci, salut. Merci. Salut. Bonne Bye soirée. bye. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bye bye.